Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Inauguration ce vendredi du système de balisage lumineux de la piste de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le ministre des Transports Amadou Koné et les autorités aéroportuaires veulent ainsi permettre aux avions de circuler en toute sécurité sur la plateforme, toute chose qui va améliorer davantage la compétitivité du transport aérien ivoirien. Les acteurs de la filière Cajou informés sur les mécanismes de financement des campagnes à venir. L'association professionnelle des transformateurs était à une rencontre à Abidjan avec toutes les parties de la filière. Il était aussi question de comprendre les programmes d'accompagnement existants pour les unités de transformation industrielle de Cajou. Et c'est la traque de tous ceux qui s'érigent en marchands de médicaments vétérinaires sans autorisation. Ils vendent des produits qui ne respectent pas les normes. Une véritable menace pour la santé. Le ministère des Ressources animales et halieutique en visite de terrain sur certains marchés. Des médicaments ont été saisis et des sites fermés. Et puis la CAN 2021, le Cameroun passe sereinement en demi-finale. Le pays organisateur a battu la Gambie, une victoire 2-0 avec assurance. Dans le deuxième match de ce samedi, le Burkina Faso avec ce 1-0 face à la Tunisie se qualifie également pour les demi-finales. Quand l'énergie du dernier espoir et la force du mental se rencontrent, le fruit de cette union s'appelle succès. Voilà résumé l'histoire de ce garçon à qui tout semblait plus ou moins prévoir l'échec scolaire, comme son ami Mila, qui abandonna l'école dès les premières heures de classe. De Tini à Yézi, en passant par la capitale régionale pour le secondaire et le supérieur à Abidjan, une histoire qui enseigne des valeurs telles que le travail, l'abnégation, l'endurance, pour une seule chose, réussir et aujourd'hui se permettre de relater ce parcours avec une certaine aisance sociale. Souvenir pointueux, c'est le titre du premier roman de Adaye Tano Yao. Il est l'invité de la page culture. Bonsoir Adaye. Bonsoir M. Koulibaly. Alors au cadre de banque, mais avec un excellent talent littéraire, comment on passe des chiffres aux lettres aussi facilement? Par l'amour, l'envie. D'accord. Donc l'amour pour l'écriture, évidemment. Bien évidemment. D'accord. Alors on en parle tout à l'heure. On reviendra sur ces souvenirs pointueux avec vous, avec ce roman qui a eu quand même du succès. On en reparle tout à l'heure. Et on commence le tour de l'actualité avec cette facilitation des circuler en toute sécurité sur la plateforme aéroportuaire, des balisages lumineux installés sur la piste de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le ministre des Transports Amadou Koné a procédé à l'inauguration de ce système. Un investissement de 8 milliards de francs CFA. Là, on signe Bakayoko. Le balisage lumineux, ce sont des équipements électriques qui jalonnent un cheminement au sol. Ces feux guident les pilotes pendant le décollage, l'atterrissage et même pendant la circulation, depuis le point de parking de l'avion jusqu'aux pistes. À l'aéroport d'Abidjan, les travaux réalisés sont de diverses natures. Nous avons installé le balisage lumineux de la piste, des taxiways et des parkings. Et ça représente à peu près 1000 feux et 120 km de câbles. Nous avons installé de chaque côté de la piste les 2 rampes d'approche, l'ensemble des éclairages parking qui représentent à peu près 21 mâts avec les projecteurs à LED qui sont dessus. Et le balisage axial de la piste. En plus de ces équipements, 2 simulateurs ont également été installés, l'un pour informer la tour de contrôle et l'autre pour la radio. Il s'agit sans aucun doute d'un investissement important d'environ 8 milliards de francs CFA. Malgré un contexte marqué par la crise sanitaire qui a durement impacté négativement le secteur du transport aérien depuis 2020, nous avons tenu à conduire à son terme ce projet d'une importance capitale pour le bon fonctionnement de l'aéroport d'Abidjan. En dotant l'aéroport d'un système de balisage moderne, le gouvernement ambitionne de placer Abidjan en position de hub du transport aérien dans la région. Le président de la République entend faire de cet aéroport un des aéroports les plus sûrs donc sur le continent. Nous entendons aussi continuer à travailler pour être ceux qui, en termes d'utilisation d'énergie, en termes de protection de l'environnement, que cet aéroport-là continue donc de tenir compte de cela. Aujourd'hui, 23 compagnies desservent la capitale économique avec un trafic annuel d'environ 2 millions de passagers. Mais au-delà d'Abidjan, l'État organise le décollage dans plusieurs autres grandes villes du pays.
Et parlons aussi du décollage du secteur agricole. L'association professionnelle des transformateurs de cajou a initié une rencontre avec les différentes parties de la filière. Il a été présenté les mécanismes de financement des campagnes à venir. Les acteurs également informés sur les programmes d'accompagnement pour les unités de transformation industrielle. Le reportage de Franck Adio. La Côte d'Ivoire, premier transformateur africain de la noix de cajou, deuxième produit de rente après le cacao, selon l'Association professionnelle des transformateurs industriels du cajou Aprotic, s'est fixé pour objectif transformer 50% de cette production d'ici à 2025. Une vision partagée par l'Aprotic et qui passe par la recherche de financement à court et à long terme, d'où cette rencontre qui réunit établissements financiers, banques, partenaires, transformateurs et experts du domaine. Nous avons donc fait cet atelier dans le but en fait de informer les transformateurs sur en fait les opportunités, les solutions, tout ce qu'il y a comme appui existant pour en fait leur financement en termes de besoins de fonds de roulement, et même on l'a étendu à tous les financements possibles. Identifier en fait les erreurs à éviter. Bon, avec les expériences passées des uns et des autres, il faut choisir donc le financement, la solution adaptée. Il ne faut pas aller, parce qu'en fait, une option s'offre à nous immédiatement, il s'est précipité, il faut l'analyser. On essaie donc de donner les clés à chacun pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faut éviter comme piège et qu'est-ce qui serait adapté. L'Aprotic salue les mesures prises par le gouvernement au dernier Conseil des ministres concernant l'ouverture de la campagne de la noix de cajou qui s'ouvre à partir du 4 février prochain. L'Aprotic appelle d'ailleurs à l'union. Nous travaillons pour d'abord le bien de notre filière et nous y mettons en fait du nôtre. Nous jouons notre partition qui n'est pas normal qu'on soit en fait dans une corporation, qu'on ne se dit pas à une association pour apprendre. Il faut se mettre ensemble et cultiver cette fraternité, travailler ensemble. L'Aprotic, association professionnelle des transformateurs industriels de cajou, compte multiplier ce type de rencontres. L'objectif est de trouver des solutions durables dans le cadre de la transformation de la noix de cajou. Dans un autre domaine, 959 journalistes ont reçu leur carte d'identité de journalistes professionnels. Ils étaient plus de 1000 à avoir déposé leur dossier à la commission paritaire d'attribution, la commission qui a expliqué aux acteurs les avantages de la CIJP. Serge Pacom Didi et Franck Adio. La commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels met à jour son fichier. Pour l'année 2022, 959 journalistes reçoivent leur carte d'identité de journalistes professionnels, la CIJP. Sur une période de 40 jours d'enrôlement, la commission paritaire a enregistré 1009 dossiers. Contrairement aux années précédentes, un engouement certain est relevé. Notre milieu pilule vraiment des personnes qui n'ont rien à voir avec notre corporation et qui jettent le discrédit sur ce qui fait la noblesse même de ce métier-là. Donc il est important pour nous vraiment de saluer de telles initiatives. Au nombre des dossiers retenus figure celui de Fosséni Dambélé, directeur général de la radio-télévision ivoirienne, représenté par son conseiller en charge de l'information David Mobio. Le frère aîné, l'épouse et le fils aîné du journaliste Benson Pierraka ont reçu à titre posthume la carte CIJP du journaliste défunt. Nous avons voulu, au cours de cette cérémonie, rendre un hommage à Benson Pierraka, dont la carte avait été confectionnée avant même son décès. Nous avons estimé qu'il était intéressant que nous remettions donc cette carte à son épouse à titre posthume parce que c'était un journaliste professionnel. S'agissant des avantages, il est établi que quand tu as cette carte, tu ne peux pas faire l'objet de garde à vue, quel que soit le problème que vous pouvez avoir dans l'exercice de votre profession. Et puis pour ce qui concerne les ambassades et tout ça, nous avons nos fichiers dans ces ambassades. Quand vous y allez pour un visa, on peut vous faciliter la tâche si vous êtes journaliste professionnel. Et puis je crois que c'est sur la base de la détention de cette carte que les employeurs sont appelés à payer les journalistes à la convention collective. La professionnalisation du secteur de la presse, une nécessité, et la tutelle apporte son soutien. Le ministère a tenu à être associé à cette cérémonie, non seulement pour montrer toute l'importance que le gouvernement accorde à la presse, mais aussi pour vous indiquer toute la place que la CIJP occupe
dans l'écosystème des médias et de la communication en Côte d'Ivoire. Les médias peuvent être autant de véritables acteurs de développement que des crises dans un pays. Une session extraordinaire pour l'attribution de la carte à CJP aux retardataires est prévue pour le mois de juin 2022. Le ministre de l'Enseignement supérieur prône la cohésion sociale à Yopougon. Adama Diawara a rencontré les populations des quartiers de Pimbli et Ouassakara, des habitants qui ont dit soutenir toutes les actions de développement déjà en cours dans la commune. Pimbli, un sous-quartier de la commune de Yopougon, une mobilisation de la communauté du Yoruba pour accueillir le ministre Adama Diawara en visite. Les associations de femmes et de jeunesse affichent leur volonté d'accompagner le ministre dans sa politique de cohésion sociale. Il n'y a pas ici que des ressortissants du Bafing, du Ourodougou ou du Béré. Il y a des Gouro, il y a des Oué, il y a des ressortissants de toutes les autres régions de Côte d'Ivoire. Le chef de la communauté du Yoruba est de Séguéla, mais son premier adjoint est Agni. Et son secrétaire général est Yacouba. À Ouassakara, autre quartier, ambiance similaire. Ici, tous sont venus témoigner aux visiteurs leur soutien pour ces actions de développement, mais aussi leur engagement en faveur de la paix. C'est l'occasion de faire des plaidoyers dans la direction de l'emploi des jeunes. On voudrait que le ministre nous aide et aide nos enfants qui ont des diplômes. Dans ces deux sous-quartiers de Yopougon, le ministre a parlé de développement. En outre, la mise en place d'un outil d'aide pour soutenir la jeunesse sans emploi, mais aussi pour le financement des activités des femmes. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième phase de ce qu'on appelle le PS Group, c'est-à-dire le programme social du gouvernement. Nous ne sommes que des relais de ce que le président de la République prend bientôt. On va mettre en place un instrument d'entraide, un instrument de solidarité pour venir en aide un tout petit peu aux jeunes et aux femmes de Yopougon. Adama Diawara a rendu un hommage au maire de la commune de Yopougon pour ses actions engagées en faveur de la cohésion. Il a ensuite invité toutes les populations à prôner le vivre ensemble, un vœu cher au président de la République. Le vivre ensemble, on en parle également. Le REAC, le réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre, plus de 2000 délégués étaient en conclave à Abidjan pour se donner les moyens d'agir pour le développement dans cette partie du pays. Cohésion sociale et bien-être socio-économique, les défis sont nombreux pour cette organisation. On en parle avec Franck Quadio. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire, les délégués du réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre REAC. Un instrument nouveau qui se veut le départ d'un éveil de conscience pour les populations de cette région de la Côte d'Ivoire. Nous devons aller partout et dire, nous, REAC, nous disons qu'il nous faut définitivement tourner dos à toute forme de violence dans le Grand Centre. Consolider la paix et la cohésion sociale entre nous, avec les autres, sans que nous oublions notre particularité, notre appartenance au Grand Centre. Contribuer au bien-être social et économique, détourner les populations originaires du Grand Centre de la violence sous toutes les formes, le REAC réaffirme ici son respect des institutions de la République. Nous irons partout dire que le REAC s'inscrit dans la légitimité de l'État. Nous allons défendre l'État pour que l'État se souvienne de nous. Aucun maire, aucun député ne peut nous donner du travail à nous tous. Celui qui peut régler nos problèmes, il s'appelle l'État. Et aujourd'hui, là, il est incarné par le président Alassane Ouattara. Pour la réussite de ce rendez-vous, le REAC a bénéficié du soutien du président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. La FPU, la Fédération de la paix universelle, prépare activement le sommet international sur la paix et le développement prévu se tenir en terre ivoirienne. L'organisation installe les conseils régionaux. La région du Poro a désormais son conseil de paix. Plusieurs personnalités œuvrant dans la promotion de la paix et la cohésion sociale ont été faites ambassadeurs de la paix. Soro Corona. La Côte d'Ivoire abritera le sommet international sur la paix et le développement cette année. En prélude à ce rendez-vous crucial, la FPU, Fédération pour la paix universelle,
investit le pays pour l'installation des comités régionaux de paix. Celui de la région du Poro est installé autour du thème paix, interdépendance et développement local. Le nouveau président s'engage à installer la paix dans le quotidien des populations de Kourougou. Me battre à maintenir la cohésion. Donc pour moi, d'abord dans un premier temps, c'est un combat dans ma famille. Ensuite dans ma ville et sur la région. Parce qu'on ne peut pas vivre la paix seule. Des personnalités œuvrant dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale, menant des actions sociales et caritatives, sont distinguées. J'ai compris que chaque fois qu'une âme résonne, c'est pour prendre la vie de quelqu'un. Et depuis ce jour, je me suis donné la mission de lutter pour ne pas qu'une âme résonne en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Cette désignation de prix comme ambassadeur de la paix, je désigne ça au chef de l'État et à mon grand frère le feu Amadou Gon Coulibaly. Je vais m'impliquer beaucoup pour que les fils et les filles de la région de Kourougou soient réconciliés. Pour le président de la Fédération pour la paix universelle, la paix obéit à 5 principes. Aka Saïd Laza invite donc les Ivoiriens au sacrifice pour enraciner la paix. Il faut que nous puissions accepter l'autre. Sacrifions nos égos, sacrifions nos partis politiques, sacrifions nos intérêts personnels pour aller à la paix. Il faut qu'on ait une paix inclusive. Parrain de cette cérémonie, le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Issa Coulibaly, appelle les Ivoiriens à préserver l'héritage légué par feu Félix Houphouët-Boigny et le patriarche Péréphéro Gon Coulibaly. Le patriarche Péréphéro Gon Coulibaly, avec le père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président feu Félix Houphouët-Boigny, ont fait de la paix leur credo. Nous exhortons tous les ambassadeurs de paix à aller partout prêcher la paix préalable à tout développement. Le sommet international sur la paix et le développement en Côte d'Ivoire sera présidé par la présidente fondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Elle viendra proposer sa stratégie pour une paix durable aux Ivoiriens. Dans l'actualité politique ce soir, dans la région de la Bagoué, le RHDP maintient la flamme militante allumée dans le département de Kouto. Les responsables des structures féminines ont effectué leur entrée politique. Le coordonnateur régional Bruno Nabagné-Koné encourage à continuer le travail de mobilisation. On retrouve Soro Corona. Le RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, continue sa percée et son implantation dans des villages qui lui étaient hostiles dans le département de Kouto. Le village de Temboroni est désormais acquis à la cause du RHDP. Une situation à mettre à l'actif des militants du village. La direction départementale du RHDP organise une rentrée politique pour rendre hommage aux artisans de cette victoire. Les responsables locaux du parti, heureux de cette percée du RHDP dans ces villages, exhortent les leaders du FAM à continuer la mobilisation. Avec les actions que nous avons menées, nous avons eu des pionniers tels que Ami Balo et ensuite une dame très dynamique en la personne de Waraba. Nous perdions auparavant les élections à Temboroni, mais avec son apport et le soutien de beaucoup d'autres cadres, aujourd'hui nous pouvons dire que Temboroni est acquis à la cause du RHDP. Le coordonnateur principal régional du RHDP de la Bagoué, Bruno Kouné, salue le travail des femmes sur le terrain. Bruno Kouné invite les femmes et les jeunes à accompagner les actions de développement engagées par le gouvernement pour le sort de la région de la Bagoué. Le développement, c'est une démarche multidimensionnelle. Il faut embarquer dans la démarche toutes les composantes de la société. Et il y a des composantes qui apportent plus que d'autres. Et parmi ces composantes, il y a les femmes, il y a les jeunes. Nous sommes convaincus de leur apport dans le développement au plan économique et au plan social de notre région. Cette rentrée politique des femmes du RHDP de Temboroni est l'occasion pour le coordonnateur Bruno Kouné de féliciter les militants pour le taux élevé recueilli dans les villages lors des dernières législatives. Le FPI tient son premier comité central de 2022 ce samedi à son siège. Le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan donne les nouvelles orientations aux militants. Il appelle à se préparer pour les élections à venir. Angela Diallo, Sidonie Davila. En cette nouvelle année, c'est la première grande rencontre des militants du Front populaire ivoirien pour aborder la conquête du pouvoir. La nouvelle stratégie du FPI, présentée par son président Pascal Affi-N'Guessan, se décline en plusieurs axes pour son repositionnement en 2025. Le programme d'activité 2022 se fixe pour objectif général d'œuvrer à la renaissance du Front populaire ivoirien en vue de la reconquête du pouvoir, le renforcement de l'implantation du parti,
Cela implique d'achever l'opération Zrama. Il s'agit en 2022 d'organiser et de faire fonctionner efficacement les cabinets des membres du secrétariat général. Le cadre institutionnel du parti sera consolidé par la mise en place du conseil politique permanent et par le renforcement de la décentralisation de la gestion du parti. On ne gagne pas seul contre tous. C'est le sens de la résolution du Congrès sur les alliances politiques que nous avons le devoir de mettre en œuvre dans le respect du triptyque réconciliation, cohésion, démocratie. Dans sa stratégie de reconquête du pouvoir, le FPI mise également sur les femmes et les jeunes. L'effectif du secrétariat général est passé de 264 à 400 membres. Les femmes y occupent une place importante et de nombreux jeunes font leur entrée à la direction du parti. Notre parti se devait d'être le reflet de notre pays, de l'importance qu'il accorde à la place et au rôle des femmes et de la jeunesse de sa population. L'un des objectifs majeurs du FPI est la lutte pour la liberté. Au cours de cette grande rencontre, son président Pascal Affi-N'Guessan a indiqué que le 40e anniversaire du parti se fera le 30 avril prochain à Abengourou, dans la capitale de l'Indénié, Djuablin. Et place à la lutte contre la Covid-19. Le respect des mesures permettra d'éliminer cette pandémie qui reste pour l'instant encore active. Et voici les chiffres de ce samedi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 57 nouveaux cas de Covid-19, 117 guéris et 2 décès malheureusement. À la date du 29 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 80 623 cas confirmés, dont 77 570 personnes guéries, 784 décès et 2269 cas actifs. En restant en santé dans le Bassa-Sandra, l'ONG belge Revivre vole au secours des populations, des villages, des plantations industrielles de la SOGB. Pendant 2 semaines, les malades atteints de hernie, de fibrome et les femmes enceintes dont la grossesse nécessite une césarienne vont être opérées gratuitement au centre médical de la Société des caoutchoucs des Grands Bérébis. Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bassa-Sandra, nous apprend que les 3 premiers jours d'intervention chirurgicale ont permis à une dizaine de personnes de se sentir bien. Centre médical de la SOGB, Société des caoutchoucs de Grand Béribi, dans le département de San Pedro. Des médecins venus d'Europe en pleine intervention chirurgicale. On est venu avec l'ONG Revive, Revivre en français, pour opérer des patientes qui ont des malformations et qui sont à cause de ça exclus de leur communauté. Et on va les opérer gratuitement. Les médicaments qu'on ne peut pas acheter ici, ça on apporte. Cette mission humanitaire a été suscitée par la société agro-industrielle qui a pris des dispositions pour sa réussite. La SOGB a bien voulu, c'est-à-dire mettre à niveau notre plateau technique, ensuite aménager complètement le bloc, faire des installations pour que la mission puisse se passer normalement. La préoccupation était de soulager les maux des populations en difficulté qui ne pouvaient pas se payer des opérations. Tout ça se déroule donc parfaitement et on espère que grâce aux résultats obtenus, eh bien, on va pouvoir envisager la répétition. La population cible est issue des AVD, Association des villages déplacés, du fait de la création des plantations industrielles. Déjà, les 3 premiers jours ont permis d'opérer une dizaine de personnes. On vient ce matin, ils ont opéré mon enfant gratuitement, sans 5 francs. Je souffre d'une hernie étranglée. J'avais des problèmes pour me soigner. Nous avons pu constater, je dirais, le travail pour ça qui a été abattu ici. Même une dame qui a pu accoucher par césarienne. Je pense que les actions qui sont menées ici sont bonnes. Les interventions chirurgicales concernent les hernies inguinales, les fibromes utériens et les césariennes. La mission humanitaire prend fin le 5 février prochain.
Et pour la bonne santé, il y a aussi cette traque contre les vendeurs clandestins de médicaments vétérinaires. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a effectué ce vendredi une descente dans certains lieux de vente qui ne respectent pas les normes. Une véritable menace pour la santé des populations. Les agents ont donc procédé à des saisies de médicaments et à la fermeture de ces sites. Jean-Luc Bambo. La santé vétérinaire, un secteur qui n'échappe pas au fléau des faux médicaments et vendeurs illégaux de médicaments. La direction des services vétérinaires, elle, a décidé de l'éradiquer à travers des opérations de terrain, comme celle que dirige aujourd'hui à Anyama Dr Laetitia Tola. Dans ce premier cabinet, les médicaments exposés seront entièrement saisis et placés sous scellé en attendant que le promoteur nous produise les documents l'autorisant à exercer. Cet autre point de vente n'échappera pas à l'équipe des services vétérinaires pour les mêmes raisons. Absence d'agrément, vente illégale. Des personnes pratiquent la médecine vétérinaire en toute impunité, c'est-à-dire qu'ils pratiquent des soins vétérinaires, ils vendent des médicaments vétérinaires sans l'autorisation préalable, sans être docteur vétérinaire. Ces pratiques enfreignent non seulement à la loi de la profession vétérinaire et aussi entraînent aussi des résistances au niveau des résistances aux antimicrobiens. Certains vendeurs qui ont eu vent de l'opération ont eu le temps de se débarrasser de leurs produits. Qui est le propriétaire? Je ne connais pas le propriétaire. Qui t'a dit de fermer? Qui leur a dit de fermer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Lors de la prospection, ils avaient vu des médicaments ici. Et aujourd'hui, on vient pour la phase répressive. Apparemment, ils ont tout enlevé. Il n'y a plus de médicaments. Donc, sûrement que l'information a circulé pour dire qu'il y avait des agents de contrôle qui allaient passer. En plus de menacer la santé des populations, ce phénomène déstabilise l'organisation de la profession vétérinaire. Il y a des domaines qui sont organisés parce que dangereux d'activité, dangereux en l'activité. C'est une question de protéger le consommateur contre les aliments dangereux. Un aliment, ça nourrit, ça ne tue pas. Et par effet de mauvaise administration, les médicaments se retrouvent dans des animaux, les animaux que nous consommons sous différentes formes, et puis ça finit par atteindre nous-mêmes notre santé. La direction des services vétérinaires veut surtout enrayer la résistance aux antimicrobiens qui tirerait sa cause dans le phénomène de faux médicaments. Cette résistance, la lutte contre cette résistance passe d'abord par le respect du circuit de commercialisation du médicament, par le respect des conditions de délivrance de certains médicaments qui doivent être délivrés sous ordonnance parce qu'il ne faut pas créer de nouvelles résistances, et par le respect du diagnostic avant de prendre des médicaments. Ces vendeurs illégaux et vendeurs de faux médicaments vétérinaires encourent des peines de prison. Les produits saisis qui ne respecteront pas les normes, eux, seront purement et simplement détruits. Et dans l'actualité ce soir, le premier jour des quarts de finale de la CAN, on connaît les deux premiers qualifiés pour les demi. Le Cameroun a logiquement pris le meilleur sur la Gambie. 2-0, les Lions indomptables valident ainsi leur billet pour les demi-finales de la CAN. Car Toko et Kambi a trouvé la faille 2 fois dans la défense verrouillée du Petit Poussé. Et le deuxième match de ce soir opposait les Aigles du Carthage aux Étalons. Le Burkina Faso assure 1-0 face à la Tunisie et se qualifie également pour les demi-finales. Arsène Kouassi et Serge Esso. Après avoir battu la Tunisie en 1998 et en 2017, le Burkina Faso a à cœur de confirmer cette suprématie. Bien entré dans le match, ce sont plutôt les Aigles de Carthage qui s'offrent la première grosse situation de but. Wabi Kazri décroche une frappe, mais Hervé Kofi a le réflexe qu'il faut. Passer l'orage, place au droit de réponse d'un certain Djibril Ouattara, mais le portier tunisien Ben Béchir est bien sûr ses appuis. Dominateur, Dango Ouattara vient récompenser les bonnes intentions burkinabais avec l'ouverture du score en fin de première période. Menés, les Tunisiens tentent de refaire leur retard en seconde période, mais la frappe d'Ali Maloul est déviée en corner par Hervé Kofi. Dans la foulée, le Burkina Faso est réduit à 10 suite à cette faute de Dango Ouattara. En infériorité numérique, les Étalons gèrent bien cette avance jusqu'à la fin de la rencontre. L'unique but du sociétaire de Lorient suffit au bonheur des Burkinabés qui obtiennent leur billet pour les demi-finales. Ils joueront contre le vainqueur du match Sénégal-Guinée équatoriale.
Et donc la suite des quarts de finale, c'est donc demain. Il y a un choc Maroc-Égypte, un duel nord-africain entre les Lions de l'Atlas et les Pharaons à 16h. Et à 19h, le Sénégal retrouve la Guinée équatoriale. Les deux pays se sont déjà rencontrés. C'était à la CAN 2012, une rencontre donc avec des airs de retrouvailles. Voilà pour le sport. Place à la culture. Ouverture à Abidjan d'un institut de formation à l'humour et aux arts de la Seine dans la commune de Bingerville. Une initiative de l'humoriste Ramatoulaye pour contribuer à former des jeunes talents. L'artiste veut faire éclore de nouveaux visages encore dans l'ombre. Evelyne Yoboué et Didier Nguessan. Après plusieurs années dans le domaine de l'humour, Ramatoulaye DJ, à l'état civil, Amani Kofi Mathieu, veut transmettre son savoir à la jeunesse. L'homme qui se fait désormais appeler la Panthère Rose vient de mettre sur pied un institut de formation à l'humour et aux arts de la scène. Il y a deux pratiques. On les forme ici, en même temps ils vont me suivre dans toutes mes prestations. Pendant que je joue, il y a la pratique et il y a la formation. Et l'IFAS, Dieu merci, aujourd'hui est représenté aussi en Europe. Donc ceux qu'on va former ici peuvent aussi aller se former aussi en France. Il y aura 4 disciplines, mais nous commençons directement par la première discipline qui est l'humour et l'actoriat. Les autres viendront au fur et à mesure en fonction de la demande. Actuellement, la demande est plus basée sur l'humour. Donc nous avons décidé déjà d'ouvrir l'onglet, la partie humour et après ouvrir les autres disciplines. Il y aura 2 sessions par an. La formation dure 5 mois. Donc nous aurons 5 mois 2 fois durant l'année. Collègues, amis, parents et autorités sont venus nombreux soutenir le fondateur de l'Institut. Il est beau de rêver, mais réaliser ses rêves, c'est encore une autre paire de manches. Nous disons merci à Ramatoulaye, merci d'avoir opté pour la commune de Bingerville. On ne peut accéder véritablement à l'industrialisation de la culture en Côte d'Ivoire sans donner une place importante à la formation. Donc le ministère en charge de la culture encourage tous les promoteurs qui s'inscrivent dans cette optique. Cette cérémonie d'inauguration est émaillée de prestations artistiques. Même quand on décide de faire quelque chose de sérieux, même là, les gens pensent qu'ils s'amusent. Il y a un gars qui passait tout à l'heure, lui regarde une photo et dit ouais, salon de coiffure de Ramatoulaye là ici. Tu vois ça? Les inscriptions débutent le 2 février pour prendre fin le 28 février prochain. Les cours démarrent le 1er mars. Et on retrouve notre invité de la page culture, Daye Tanoyao, qui est l'auteur du roman Souvenir pointueux qui a été publié en 2020 aux éditions Mouna. Il faut rappeler peut-être que c'est une autobiographie, donc c'est votre histoire, vous l'avez vécue. Oui, je dirais que c'est presque une autobiographie, parce que l'histoire principale, c'est plus ou moins ma vie. Mais étant donné que c'est un roman, donc il y a la fiction, il y a tout ce qu'il y a autour pour rendre l'histoire plus intéressante. Alors justement, ça a été tellement intéressant qu'il y a eu d'abord le prix international Francis Bébé 2021 au Cameroun. Il y a eu un prix qui récompense le meilleur genre romanesque dans 6 États francophones. Et puis le livre est au programme scolaire, donc au niveau 3e ici en Côte d'Ivoire. Alors c'est un succès pour un premier coup de maître, un premier coup d'essai qui devient un premier coup de maître. Est-ce que vous vous attendiez à tel succès? Je dirais pas vraiment. Pas vraiment. Mais quand on met du sérieux dans une chose, souvent on n'est pas surpris par les résultats. Et je dirais c'est une grâce parce que je ne peux pas m'enorgueillir pour dire je m'attendais à cela. C'est vraiment une grâce, mais je pense que c'est le résultat de l'effort, du sérieux qui a été mis dans l'écriture. Alors justement, puisqu'on parle de souvenirs pointueux, donc c'est la force du détail. Et au début du récit, il y a ce nouveau-né impatient face aux atermoiements de la jeune stagiaire. Et je cite dans l'ouvrage, « J'avais hâte de sortir de ce milieu à la fois froid, chaud, réconfortant. » C'était un enfant terrible, à l'image de Tinik Banani, comme dans le conte de Mamadi Kouyaté et Laurent Lalo en 1979. C'était un autre enfant terrible qui venait. Il savait déjà tout, là? Non, pas vraiment, mais en tant qu'auteur, j'ai bien voulu donner la parole aux nouveau-nés, ou ceux même qui n'ont pas, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Alors, donc ici, j'arrive avec les mots à donner la parole à quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer. Donc ici, c'est compter un peu ce qu'un enfant dans le ventre de sa mère pourrait imaginer. Et donc là, je donne la voix à ceux qui n'ont pas la voix.
D'accord. Alors, on va justement aller voir ce que disent Serge Pacom Didi et Franck Wadio sur ces souvenirs pointilleux. Souvenirs pointilleux. Coup d'essai, coup réussi dans l'univers littéraire pour Adaye Tano Yao, cadre de banque actuellement en fonction à Korogo. Dans cette œuvre de 120 pages, l'auteur relate les péripéties du vécu d'un citoyen ordinaire, issu d'une famille modeste, et qui, malgré les difficultés inhérentes à la vie depuis sa naissance, son enfance au village, son parcours scolaire et universitaire s'accroche à son idéal et réussit à se forger une place dans la société. Un parcours parsemé d'embûches, et le personnage central est un condensé de symboles. La résilience, le courage, la perspicacité, l'amour sont les valeurs que prône l'auteur dans cette œuvre. Souvenir pointilleux paraît finalement comme une invite à toutes les catégories sociales à se divertir de tout oripeau lié à la facilité. Adaye Tano Yao porte comme maxime, au final, avoir foi en ce que l'on fait. Alors, à Tini comme à Yézi, c'était vraiment une enfance difficile, une maison de fortune qui résistait vraiment difficilement aux intempéries. L'eau, il trouvait vraiment beaucoup de succès, transperçait facilement le toit. C'était vraiment une enfance très difficile. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette partie de l'histoire? Merci beaucoup. Né à Yézi Mala, donc à Bondoukou, et donc papa étant à Mouatini, nous sommes toujours au village. Et donc, ça se situe quand même à une période dans les années 90, par là, 80-90. Et la situation de précarité faisait que la situation de vie familiale n'était pas aussi aisée. Et les parents n'ayant pas assez de ressources, vous pouvez comprendre aisément la difficulté que vivait la famille. Et donc, dans cette situation, il faut scolariser l'enfant. Donc, il y a pas mal de problèmes sociaux, de problèmes économiques, mais cela n'était pas un frein. Et l'élève dont je parlais dans l'œuvre, bien évidemment, avait du mal à s'exprimer en langue française. Et tout ça, c'était quand même des handicaps, c'était des obstacles qui pouvaient le décourager à continuer. Et finalement, il est parti à l'école et tout se passait bien. Il avait surtout un voisin qui s'appelait Mila. Alors, Mila qui multipliait vraiment les frasques en classe. Qu'est-ce qu'il est devenu, l'homme qui a mis le feu à son kaki? Alors, comme j'ai dit, c'est une œuvre de fiction aussi, donc tout n'est pas vrai. Il est vrai que... Ah, donc cette partie n'est pas juste Non, c'est juste, mais pas forcément réel. Oui. Alors, Mila, le personnage Mila, c'est un personnage dans lequel beaucoup d'Ivoiriens pourraient se retrouver. On a toujours des amis à l'école qui sont vraiment le contraire de ce que la majorité est. Et Mila était celui-là qui était le turbulent dans l'œuvre, bien évidemment. Dans la vie vraie, ce n'est pas le cas. Mais Mila était le turbulent de la classe. C'était par qui tous les malheurs arrivaient en classe. Mais Mila, si on voulait revenir à la vraie vie, c'est vraiment un ami, mais il n'est pas ce que dit le livre. Ce que dit évidemment pour des raisons donc de fiction. Alors, un élève qui part en ville, il a 14 ans, il est seul, il est obligé de travailler avec son ami Kosonou, avec une femme vendeuse d'attiqués pour espérer avoir quelques assiettes pour se nourrir. Et je retiens cette phrase à la page 94. « Depuis mon premier jour dans cette ville, je ne vivais plus, mais je survivais. Les jours de disette s'étaient succédés et la vie était devenue de plus en plus dure. » Alors, dans une telle situation aussi déprimante, d'où venait l'énergie pour continuer d'aller à l'école? Alors, je dirais que certains sont nés avec des cuillères en or à la bouche, d'autres sont nés sans rien. Et quand on est sans rien, il faut se forger sa propre cuillère. Alors, sachant qu'à cet âge, si l'élève était renvoyé de l'école, il savait que ses parents ne pouvaient pas lui acheter une école privée. Donc, il savait que c'était un retour à la terre. Et donc, ça le condamnait à continuer, à forcer le destin. Alors, la vie n'a pas été facile. Et c'est d'ailleurs pour beaucoup d'élèves actuellement, dans nos cités, c'est un fait de société que j'ai bien voulu dépeindre. Oui. Beaucoup d'élèves ont du mal à joindre les deux bouts, ou ont du mal même à se nourrir. Et moi, je dirais, juste une anecdote, que je n'ai jamais bu de l'eau une fois à l'extérieur de ma maison parce que le sachet d'eau coûtait 5 francs. Mais acheter un sachet d'eau me décomplétait carrément. Donc, je ne le faisais pas. Donc, il avait une bourse à gérer, il fallait vraiment bien là. Oui, et la bourse était de 5 000.
Oui. Alors, donc, c'est dire qu'aucun obstacle, aucune preuve ne doit nous empêcher de donner forme à nos idées. Alors, j'ai surtout noté ces grands rendez-vous avec les anciens. Au menu, donc il y avait des contes pour enseigner et éduquer les enfants qui, aujourd'hui, on peut le dire, manquent dans nombre de nos villages. Est-ce qu'aujourd'hui, à Yézi, comme à Tini, on a encore ces rendez-vous d'éducation autour parfois du clair de lune? Oui, à Yézi, Mala et à Mouatini, mes deux villages d'ailleurs, ce sont des valeurs qui sont pérennisées, ce sont des valeurs qu'on rencontre encore. Mais il faut dire qu'on a aujourd'hui, face au numérique, c'est pas aisé. Mais ce ne sont pas des exercices qui sont irréalisables, ce sont des qui sont menés régulièrement d'ailleurs. Ceux qui s'approchent des doyens, ils reçoivent des conseils. Et c'est pour cela que je demande aussi à la jeunesse de ne pas toujours être sur les téléphones. Aussi écouter le doyen, il te donnerait un conseil qui pourrait être utile. Oui, qui peut orienter. Après, il y a eu l'étape de l'université. Bon, c'était peut-être beaucoup plus facile parce qu'il y avait un aîné qui s'appelait K, qui était à l'université, dont la chambre a été transformée en une petite entreprise où il y avait une imprimerie. C'était beaucoup moins difficile? Non, je ne dirais pas moins difficile, c'était d'ailleurs plus difficile. Plus le personnage de l'œuvre, parce qu'il ne faut pas que l'histoire revienne à moi. C'est une autobiographie, mais romancée, comme je vous dis, c'est un roman. Alors, donc, le personnage principal, bien évidemment, étant à Bujan, précisément, dans l'œuvre, connaît des vertes et des non-mûres. Parce qu'à cet âge-là, le père qui s'occupait de lui disait qu'il était grand, il est étudiant. C'est ce que c'est dit souvent. Hein. Il est étudiant, il peut se prendre en charge. On peut lever la main. Et après, il y a eu ces difficultés et finalement, bon, les choses se sont plus ou moins bien passées. Mais dans l'ouvrage, il y a surtout beaucoup de leçons. Par exemple, un non à la méchanceté, ne pas surtout faire comme Waoti qui a osé refuser à boire à un étranger. Alors, finalement, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce qu'on doit retenir, peut-être en quelques mots, de cet ouvrage? Alors, mon pays, la Côte d'Ivoire, par son hymne national, c'est un pays d'hospitalité. Et je pense que nos anciens ne l'ont pas écrit pour rien. On est hospitalier de nature. Et dans nos villages, c'est fréquent. On reçoit l'étranger naturellement. Et donc, l'hospitalité, c'est une valeur africaine, une valeur qu'on a, et une valeur qu'on doit pérenniser d'ailleurs. Et donc, il est souvent demandé à certains de faire un petit effort pour recevoir l'autre. Pour être hospitalier. Alors, merci beaucoup. Malheureusement, le temps court, évidemment, vous le savez, ça court plus vite. D'ailleurs, Yaou, l'invité de la page culture, vous êtes passé sur ce plateau parce qu'il y avait ce souvenir, sinon ces souvenirs pointueux à nous raconter, évidemment, via ce roman, cette publication, un coup de mettre en raison, évidemment, de ce que vous avez déjà remporté comme prix, ce prix international Francis Bébé au Cameroun. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, surtout félicitations, et surtout on attend le deuxième ouvrage. Moi, je vous remercie. Merci Adaye, ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. S'inspirant de l'histoire du roman tout à l'heure, le sage nous apprend que tant que la tête est toujours sur les épaules, il reste possible de porter un jour un chapeau. Dieu le voulant, on se retrouve demain.